Le double tombeau de Gien à Hyères. Une curiosité géologique rare. Et si nous lui laissions nous raconter la deuxième partie concernant ces sérieux problèmes. Ah, me voilà de retour. Je vous ai raconté il y a peu de temps l'histoire de mon évolution depuis 5000 ans à l'aide de documents et de photographies d'archives. Celles-ci vous ont permis de comprendre par des mesures l'évolution de mon cordon ouest avec les différents aménagements réalisés afin d'essayer de me protéger. Vous avez pu constater que les intentions étaient bien louables, mais que les résultats n'ont pas été concluants. Je vous ai également détaillé les différentes causes de mon érosion, les prélèvements de sable pour la construction des bâtiments, du port de Toulon, ainsi que des ouvrages militaires. Avant de poursuivre, je tiens à vous rappeler que je ne suis spécialiste de rien du tout, mais que j'essaie simplement de comprendre pourquoi je suis aussi malade en me documentant comme je peux et en travaillant sur ces simples informations que je partage avec vous tous aujourd'hui. Dans cette deuxième partie, nous allons commencer par visualiser des documents et des photos de la tempête de février 2019 qui m'a fait beaucoup de mal. Fin janvier, début février, il y avait des rafales de vent de 50 à 90 km/h qui soufflaient par l'ouest. Puis, début février, par sud-ouest. Le niveau de la marée ce jour-là se situait dans la moyenne mini-maxi avec une amplitude de 10 cm. Le 3 février, la pression atmosphérique minimale était de 999 hectopascales, ce qui a augmenté le niveau de la mer de 15 cm par rapport à la référence. À l'Almanar, la houle avait des creux de 2 mètres environ à 1 km du rivage, mais la hauteur ne diminue pas à l'approche du rivage. L'onde de tempête était d'environ 25 cm. Maintenant, après le constat de ces différents éléments météo, nous allons observer dans les faits ce qui s'est passé le dimanche matin du 3 février 2019. Les photos ont été prises de la borne 4 jusqu'à la numéro 19. Les ganivelles sont déchaussées et les vagues commencent à éroder le reste de dune. Une vague d'un mètre environ est en train de déferler directement sur le trait de côte. Le jet de rive de la vague inonde la route en traversant le passage 35. Une grosse déferlante se prépare à inonder la route. La dune a disparu. Les vagues ont traversé la route et rempli le canal de ceinture avec le sable de la dune. La berge entre le canal de ceinture et l'étang des Pesquiers a été érodée. Quand il n'y a plus de dune, on en reconstitue une autre avec le sable qui a été déplacé vers le canal de ceinture. Tiens, en voilà encore une belle qui arrive. Hein? Celle-là aussi, elle est pas mal. Tiens, mais il y a un petit reste de dune. Là, il est difficile de savoir s'il y a eu une route. Merci à l'équipe de téméraires qui ont pris ces photos en se mouillant. Encore une déferlante de taille qui vient noyer la route. Ça, c'est la route actuelle. Enfin, ce qu'il en reste. Il y avait une dune avec une végétation qui avait de belles racines. Malheureusement, on ne pourra pas les replanter. À partir de la borne 19, pour l'instant, ma dune tient encore le coup et la route fait trempette. Du côté de la Cape d'ailleurs, j'ai aussi des problèmes d'érosion similaires.
Comme vous venez de le constater, actuellement, la fréquence des tempêtes se rapproche et leurs impacts sont de plus en plus destructeurs. La question que tout le monde se pose est: alors, que faut-il faire pour résoudre ou atténuer mon érosion sans fin? Tiens, mais il y a eu sur mon tombolo est un brise-lames qui a été mis en place au sud du port de la Capte. Il devait résoudre le problème d'érosion de la plage en ce lieu. Je me souviens que son histoire a commencé en 2008 lorsque 2 rangées de tubes en géotextile de 100 mètres et 150 mètres ont été posées respectivement à 70 et 150 mètres du rivage. Suite à des études, la hauteur initiale de la lame d'eau au-dessus des tubes a été fixée à 1 mètre. Le but de ce brise-lames était de casser la force de la houle en la faisant déferler à 100 mètres du rivage. Ces tubes, ainsi que les tubes d'ancrage, étaient remplis de sable prélevé sur place. Nous commençons par visualiser l'image de Google Earth de 2007 avant la réalisation des travaux. En janvier 2008, les tubes géotextiles ont été mis en place. 12 000 mètres cubes de sable ont été amenés pour agrandir la plage. Nous mettons 2 repères en place pour suivre l'évolution ultérieure. En 2010, nous constatons qu'une partie du sable apporté en 2008 a disparu. 3 ans plus tard, une autre étude a démontré que si les tubes diminuaient l'énergie des houles lors des fortes tempêtes, ils avaient toutefois peu d'effet sur la majorité des coups de vent. Globalement, il n'y avait pas de résultat visible et les tubes qui s'étaient fait chahuter par la houle s'étaient affaissés de 25 cm et augmentaient ainsi la lame d'eau à 1,25 m. En 2012, il a été décidé de doubler les tubes géotextiles existants par d'autres plus importants afin de ramener la hauteur de la lame d'eau à 0,50 m. Afin d'analyser l'évolution des effets espérés, nous allons maintenant continuer de visualiser les images disponibles sous Google Earth au fil des années en repartant de 2013. Vous allez pouvoir apprécier par vous-même les améliorations que ces brise-lames ont apportées en 2014, en 2016, en 2017, en 2018 et pour terminer en 2020. En mars 2016, un lambeau de tubes géotextiles et son tapis d'affouillement jonchaient la plage. Maintenant, nous allons visualiser une série de photos prises sur les lieux mêmes depuis l'origine de la mise en place des ouvrages en géotextile. En 2018, 2019, 2021, 2022 et examinons celle prise dernièrement en août 2023. Mais tiens, il n'y a toujours pas de plage au pied des ouvrages en béton. Tout ceci ne laisse pas entrevoir depuis 2008 une amélioration durant ces 15 dernières années. Notons qu'en 2011, la conférence méditerranéenne côtière et maritime avait pour thème les digues sous-marines en géotextile pour la protection des plages. Dans sa conclusion, il est noté qu'à l'heure actuelle, l'ouvrage en géotextile doit être considéré comme un ouvrage de protection temporaire pour la protection du littoral. Alors, efficace ou pas efficace?
À vous de juger en vous promenant dans le secteur. Depuis que ma maladie a commencé il y a bien longtemps, j'ai vu passer bien des projets, des études et dernièrement des simulations numériques. Déjà en 1973, Jean-Joseph Blanc préconisait la création de 21 brise-lames d'une longueur de 300 mètres qui émergeaient de 2 à 3 mètres en parallèle à la ligne de côte sur l'ensemble du tombolo ouest. Ces brise-lames seraient implantées à des distances variant de 280 à 350 mètres du rivage. En 1998, les jardiniers de la mer ont élaboré le projet Posidonia. Il consistait en premier lieu en la création de récifs sous-marins à partir du point kilométrique zéro sur une longueur de 1500 mètres à 300 mètres de la plage et d'une hauteur de 3 mètres. En la réimplantation d'1 million de boutures de Posidonie épaves dans 50 000 casiers sur une superficie de 5 hectares entre le récif sous-marin et le rivage. Et enfin, au rechargement et à la création de dunes sur 1500 mètres de long et 2 mètres de hauteur afin de pallier aux besoins du site en apport sédimentaire naturel. Monsieur Van Vantan a réalisé en septembre 2015 une thèse qui a pour titre « Modélisation d'érosion côtière, application à la partie ouest du tombolo de Gien ». Celle-ci a été supervisée par Monsieur Yves Lacroix, professeur de l'Université de Toulon. À la fin de ce document, parmi les différentes simulations réalisées, 5 options sont détaillées. Elles consistent à réaliser des brise-lames immergées ainsi que des épis sur toute ou partie des 4 km du tombolo occidental. Les variations se font sur le nombre d'ouvrages, leur longueur, l'espacement entre chacun d'eux et la distance par rapport à la côte. Et c'est dans le contexte d'accélération du processus de l'érosion que la collectivité a fait appel au cabinet d'ingénierie Artelia afin de réaliser une étude pour permettre d'enrayer ce mal qui me ronge. Le 29 octobre 2018, celui-ci a présenté la synthèse de ses études à la collectivité dans un diaporama. Pour vous en donner une idée, celui-ci va défiler rapidement, mais vous pouvez faire des arrêts sur image pour le consulter à votre convenance. En résumé, Artelia a proposé l'implantation d'un seul brise-lame. Il a suggéré d'observer son impact pour ensuite éventuellement compléter le dispositif par un rehaussement ou l'ajout d'autres brise-lames. Les caractéristiques connues du projet ont été les suivantes. Le brise-lame sera immergé. Il sera implanté entre les bornes 7 et 12 à la cote moins 5 mètres. La distance à la côte est de 150 mètres. Ses dimensions seront longueur 450 mètres, largeur en pied 30 mètres, largeur en crête 10 mètres, hauteur du brise-lame 4 mètres, situé entre moins 1 mètre et moins 5 mètres. Le dessus de la crête du brise-lame sera implanté à la côte moins 1 mètre par rapport au niveau zéro hydrographique, appelé aussi MCM. Cette référence est le niveau repère des cartes marines. Le brise-lame est implanté dans sa longueur dans une fosse à moins 4, moins 5 mètres et il recouvre 2 des 3 trous dont le fond est à moins 6 mètres. La pente du plateau au fond marin est de 3 pour 1. L'estimation des travaux en 2018 était de 2,5 millions d'euros. Le présent diaporama en était à l'étude de la définition de la solution, sans figer les caractéristiques définitives de l'ouvrage.
Le dossier a ensuite évolué pour être présenté au service de l'État pour approbation. C'est ce projet qui a ensuite été soumis au service compétent du ministère de la Transition écologique. En novembre 2018, M. Yves Lacroix, professeur à l'Université de Toulon, considère que le projet Artelia est insuffisant avec un seul brise-lames. Il propose de compléter ce projet en y ajoutant 2 autres brise-lames de part et d'autre du premier à 150 mètres. Celui au nord aura une longueur de 350 mètres et celui du sud 500 mètres. Ils seront implantés à 110 mètres du rivage. Il juge que la largeur de 10 mètres de la crête du brise-lames est insuffisante et propose de la porter à 30 mètres. M. Lacroix propose un projet ainsi que 2 variantes. Il consiste en la réalisation de 11 brise-lames entre les bornes 3 et 21. Ceux-ci auront une longueur de 120 mètres et seront implantés à 90 mètres du rivage et seront espacés de 50 mètres. De 9 brise-lames entre les bornes 3 et 36. Ceux-ci auront une longueur de 250 mètres, seront implantés à 150 mètres du rivage et seront espacés de 150 mètres. De 18 brise-lames entre les bornes 3 et 36, ceux-ci auront une longueur de 120 mètres, seront implantés de 90 à 130 mètres du rivage et seront espacés de 60 mètres. La coupe du brise-lames présentée initialement n'est que représentative pour ses dimensions, mais non pour sa constitution interne. Assise 57 mètres 60, implantée à moins 5 mètres environ. Largeur en crête 30 mètres. Pente du plateau au fond marin 3 pour 1. Le niveau de la crête est à la cote moins 0,50 m par rapport au MSL de Toulon, qui est le niveau moyen local de la mer. Pour le projet Artelia, il a été dépêché une mission sur les lieux afin d'émettre un avis favorable ou défavorable qui conditionnerait la poursuite et la finalisation du projet. Des visites ont eu lieu sur le site ainsi que des réunions de travail avec les responsables locaux et le cabinet Artelia entre le 3 août 2021 et le 29 septembre 2021. Le 14 décembre 2021, la mission d'inspection générale des sites et paysages de la section Habitat, Cohésion sociale et développement territorial a transmis à la collectivité son rapport avec un avis défavorable sur l'unique projet présenté. Elle a argumenté sa décision sur l'incertitude de l'efficacité du brise-lames et l'absence d'effets négatifs déportés, sur la nécessité d'études complémentaires de confronter ce scénario à d'autres hypothèses. Elle met en évidence que les différentes autorisations délivrées en matière d'occupation du domaine public maritime rappellent le sujet de la remise en état initiale et de la réversibilité de mise en place des ouvrages. Depuis cette date, le maire de la ville d'Hyères, Jean-Pierre Girand, ainsi que Hubert Falco, ont eu des échanges verbaux, des rencontres, écrit des courriers aux autorités compétentes pour contester cette décision. Ils ont surtout rappelé l'urgence de la situation à mon problème. Dernièrement, le 4 novembre 2023, une nouvelle tempête a été particulièrement dévastatrice. Ce jour-là, le niveau de la marée était 30 cm au-dessus de la moyenne et il était à 10 cm du maximum connu. La pression atmosphérique était de 990 hectopascales, ce qui a augmenté le niveau de la mer de 23 cm par rapport à la pression de référence. Il y a eu des rafales de vent en direction sud-ouest durant 4 jours sur 700 km environ,
à plus de 70 km/h en partant de l'Algérie. À l'Almanar, la houle avait des creux de 2 mètres à partir du 2 novembre pour atteindre 3,30 m environ à 1 km du rivage le 4 novembre. La houle a généré une onde de tempête de 40 cm environ. La hauteur totale théorique de la vague au rivage par rapport au niveau de référence peut être estimée entre 2 mètres et 2,50 m. Après cette tempête, le journal Var Matin a publié le 5 novembre 2023 un reportage avec une photo révélatrice de la hauteur de la houle et de la vague déferlante. La superposition d'une photo prise par temps calme vous permet d'apprécier la taille de cette vague sur le rivage à proximité du Robinson. Celle-ci semble dépasser la hauteur estimée précédemment. Voilà maintenant quelques photos prises quelques jours plus tard. Les feuilles de Posidonie forment des banquettes impressionnantes. Ma dune est déjà bien grignotée. L'ancienne route est tout près du rivage maintenant. Le canal de ceinture est rempli de Posidonie et du sable de Madune. La route est en cours de rafistolage provisoire pour le passage des camions. Le sable récupéré sur la route bouche partiellement ma brèche pour l'instant. Les barrières de protection n'ont pas résisté à la houle. Là, il reste encore quelques lambeaux de ma pauvre dune. Bien que ma plage soit un peu plus large, les jets de rive me grignotent tout de même. Ma dune a changé de côté par rapport à la route. Pour l'instant, tout mon joli sable ne va pas remplir l'étang des pesquiers. Mais ça risque de m'arriver. Nous allons maintenant essayer de comprendre comment fonctionne un brise-lames. Nous allons créer un histogramme en prenant comme base de travail les brise-lames Artelia et Memosk Citec, que nous allons nommer gauche et droite pour la démonstration. Les paramètres météo seront ceux de la tempête du 4 novembre 2023. Nous avons constaté avec la mise en œuvre du brise-lames à la capte que la hauteur de la lame d'eau sur le dessus de celui-ci a une grande importance pour son efficacité et que celle-ci est aussi tributaire des conditions météo. Nous allons maintenant détailler ces différentes variables qui influencent son efficacité. En premier lieu, pour implanter un ouvrage, il faut déterminer quel niveau de référence va servir de repère pour implanter le projet. Pour un ouvrage immergé, le plus pertinent semble être le niveau moyen local de la mer à Toulon, appelé MSL. C'est celui pris en compte pour le brise-lames à droite sur l'histogramme. Pour le projet à gauche, c'est le niveau zéro hydrographique MCM qui sert de repère. Il est 36,9 cm en dessous du MSL. Par simplification, nous prendrons la valeur 40 cm. Nous positionnons successivement le niveau repère du MSL qui est le niveau 0 réel localement. Le niveau du MCM à moins 0,40. La lame d'eau de 1 mètre par rapport au MCM, plus 40 cm par rapport au MSL. La lame d'eau de 0,50 m sur le brise-lames de droite par rapport au MSL. Le décor est planté pour une mer au repos.
Le 4 novembre, les conditions météo ont modifié le niveau de la mer qui est monté de 0,30 m avec la marée, plus 0,30 m avec la baisse de la pression atmosphérique, puis 0,40 m par l'onde de tempête, et enfin 1 mètre environ pour la demi-houle. Cela nous donne le niveau haut de la houle. Nous traçons la forme de notre houle de 2 mètres et le trait de sa demi-hauteur. Nous figurons les hauteurs petit d entre la crête de chaque brise-lames et le niveau repère de la demi-houle, puis la hauteur H majuscule. Le haut de la vague est alors à 3,40 m de la crête du brise-lames de gauche et 2,50 m pour celui de droite. Oh là là, il ne faut pas que j'oublie le réchauffement climatique et la hausse du niveau de la mer. Sur la base actuelle de 4 mm par an, nous rajoutons 20 cm de plus sur notre histogramme. Si nous nous projetons dans 50 ans, cela représentera 10% de plus qu'aujourd'hui. A priori, cela ne semble pas être la cause principale de mes problèmes actuels. À partir des repères H et D que nous venons de mettre en place, je vais maintenant aborder un problème un peu plus technique et chiffré pour ceux d'entre vous que cela intéresse. Le but d'un brise-lames immergé va être de provoquer le déferlement de la vague et la dissipation de son énergie bien avant le rivage, afin de diminuer son action d'érosion. Walter Munk a été l'un des océanographes physiques les plus célèbres de tous les temps. Dans les années 1940, lui et Harald Sverdrup ont inventé la science de la prévision et de la hauteur des vagues. Leurs observations ont montré que le déferlement est favorisé par un H élevé, en même temps que le D est faible. Au final, si H augmente et D diminue, le rapport H sur D augmente et favorise alors le déferlement. Il faut donc déterminer la hauteur de la lame d'eau au-dessus de la crête par une formule de calcul qui permet de faire différentes simulations afin de choisir la solution optimale. Le meilleur point de déferlement de la houle peut être calculé d'une façon empirique par la théorie de Munk. Les valeurs de H sur D doivent être supérieures à 0,78. Suivant l'histogramme des variations du niveau de la mer précédent, pour 2 brise-lames immergés, un tableau de calcul a été établi suivant la théorie de Munk pour des hauteurs de houle de 1 m à 2,50 m et de 2 hauteurs de niveau de la mer au-dessus de la crête des ouvrages gauche et droite. Les chiffres en rouge indiquent les cas où le déferlement n'est pas satisfaisant sur les brise-lames. La hauteur sur la crête de celui de gauche devrait être plus importante pour améliorer son efficacité. Enfin, a priori, d'après ce calcul. Nous pouvons remarquer que ces chiffres se recoupent sur les observations et les modifications qui ont été constatées sur les brise-lames de la Capte. La lame d'eau ayant été diminuée de 1 m à 0,50 m, mais en posant de nouveaux tubes géotextiles. Maintenant, nous allons faire un rappel de l'évolution de mes brèches ces dernières années. En janvier 2018, novembre 2018 et en juin 2021. Voilà, vous en savez maintenant autant que moi, et c'est le moment de faire la synthèse de tout ceci. En ce qui me concerne, je retiens 4 hypothèses principales. Depuis plus de 50 ans, cela implique ma remise en état après chaque tempête. La route est dégagée du sable qui l'envahit. Il est aussi extrait du canal de ceinture afin qu'il ne serve pas de tremplin pour envahir mon étang des Pesquiers.
Tout ce sable est stocké puis réutilisé pour reconstruire ma dune qui me protège à nouveau. La mise en place des ganivelles a permis de piéger une bonne partie du sable qui s'envole les jours de fort mistral vers mon étang. L'aménagement des passages vers le rivage a également permis de canaliser les baigneurs en préservant ma végétation du piétinement. Malheureusement, tous ces travaux coûtent très cher à la collectivité et les événements tempétueux plus fréquents augmentent les risques de rupture de mon cordon ouest. En plus, avec la lente montée du niveau de la mer, je sais que cette solution ne pourra plus se poursuivre bien longtemps. La fermeture hivernale de la route du sel évite tout de même le nettoyage et la réparation systématique de la route et permet surtout d'être un espace de promenade pour les petits et les grands. Ensuite, il y a la réalisation du brise-lames Martellia, dont nous venons de retracer l'historique il y a un instant. Afin de mieux visualiser l'implantation de l'ouvrage projeté, j'ai établi plusieurs profils schématiques à partir des courbes de niveau du plan de position des trous. Ce n'est pas la précision qui est recherchée, mais une vue de l'ensemble pour comprendre comment construire un ouvrage à fond plat qui est à cheval entre deux trous situés à moins 6 mètres. Le profil en long est situé dans l'axe longitudinal du brise-lames. 3 profils en travers sont dans l'alignement des trous et un supplémentaire est situé entre celui du centre et du sud. Nous pouvons alors nous rendre compte qu'il y aura un volume de remblai important à réaliser pour asseoir le brise-lames au niveau moins 5 mètres. Je dois vous avouer que cette solution ne m'emballe pas, car l'expérience du principe de ce type d'ouvrage de brise-lames depuis 15 ans à la Capte n'a pas apporté d'amélioration comme nous avons pu le constater. Elle ne traite qu'un tiers de ma maladie, 450 mètres sur les 1500 mètres. Je serai donc toujours à 2 tiers malade. Il faudra continuer à restaurer mon cordon dunaire sur un bon kilomètre comme actuellement et avoir encore les 2 tiers des dépenses d'aujourd'hui à financer. En plus, ces concepteurs ne garantissent pas son bon fonctionnement lors de sa réalisation et envisagent déjà des modifications ultérieures, notamment de rehaussement. Et surtout, cette solution lourde n'est pas réversible, comme souligné dans le rapport du ministère. Je remarque également que même en cas de fonctionnement satisfaisant de l'ouvrage, ce que j'espère, il y aura toujours l'érosion qui se poursuivra à une échelle moindre par manque de dépôt naturel d'alluvions. Il faudra donc continuer à faire des apports de sable pour maintenir le trait de côte sur le secteur protégé. Une autre solution évoquée est l'abandon de la remise en état de ma dune, la fermeture de la route du sel pour laisser faire la nature. Si les travaux de maintien du trait de côte qui sont entrepris depuis plusieurs dizaines d'années sont arrêtés, il y a de fortes probabilités pour que la répétition des fortes tempêtes finisse par créer une puis plusieurs ablations de mon cordon dunaire. La route ainsi que les différents réseaux enterrés seront alors inutilisables. Les résidents de Gien, les professionnels et les services hospitaliers auront en période estivale des problèmes d'accès. Les activités touristiques de la commune sur la presqu'île se trouveront également pénalisées. Cela diminuera fortement l'ensemble de ces services publics. Le plus gros risque sera en période estivale de ne pas pouvoir assurer l'urgence des secours aux personnes et de retarder considérablement le délai d'intervention des pompiers pour les incendies. Pour le Salin des Pesquiers, nous allons essayer de comprendre ce qui pourrait se passer avec les moyens empiriques dont nous disposons. Pour cela, nous allons réaliser un état des lieux avec une étude altimétrique détaillée sur l'ensemble de l'étang des Pesquiers à partir du site internet Géoportail. Cela va nous permettre de mieux comprendre ce risque et son déroulement éventuel
en laissant faire la nature. En utilisant l'outil Établir un profil altimétrique, nous allons pouvoir faire un relevé précis des lieux à partir de la photo aérienne de mai 2020. En traçant une multitude de profils, nous allons pouvoir lire directement l'altimétrie des différents points caractéristiques. Nous reportons successivement les côtes de la mer, des routes périphériques, du terrain naturel et du canal de ceinture, puis le niveau des différents bassins. Nous pouvons constater que tous les bassins se situent sous le niveau de la mer jusqu'à moins 0,90 m, sauf le bassin central qui est en équilibre avec le niveau de la mer. Certains chemins qui séparent les tables se situent à plus 0,50 m et plus 1 m, comme l'aire d'entrée des salins. Le dessus de la berge est du canal de ceinture est à plus 1,50 m, globalement au même niveau de la route sur la moitié nord. Maintenant, envisageons que plusieurs fortes tempêtes interviennent au fil du temps, sans intervention humaine pour essayer de me protéger. Les vagues vont alors traverser la route, remplir mon canal de ceinture et commencer à éroder la berge est de celui-ci. A priori, les parties qui sont les plus agressées se situent entre les bornes 8 à 10 et 15 à 17. C'est la situation actuelle. La route qui crée un point dur obligeait les vagues à lui passer par-dessus. Si elle n'est plus protégée, elle va être détruite et la houle n'aura plus qu'à éroder facilement le sable de ma dune qui constitue sa base. Le canal de ceinture se remplira de sable comme actuellement, mais ne canalisera en aucune manière les flots qui traverseront la route. Les vagues finiront par briser la berge est du canal de ceinture et créeront des brèches sur les deux points faibles de celle-ci. Elles inonderont, dans un premier temps, les bassins les plus proches en y déposant en même temps le sable issu de ma dune. Si le niveau de la mer est au niveau 0, les bassins se rempliront au niveau 0. Lorsqu'une tempête provoquera des conditions météo défavorables, elle agrandira les brèches et augmentera le niveau à 0,80 m environ. Les autres bassins se rempliront à leur tour et se stabiliseront à la même altimétrie. Au fil du temps, la répétition des tempêtes agrandiront inévitablement les brèches sur l'ensemble du tronçon des 1500 mètres. La houle pénétrera alors directement dans mon étang. La faible hauteur d'eau dans celui-ci cassera la force de la houle et limitera tout de même son impact sur le côté est. L'inconnu restera la valeur de la surcote lors des fortes tempêtes. Si la surélévation du plan d'eau atteint 1 mètre, l'entrée principale du salin ainsi que la zone du poussé se retrouveront avec les pieds dans l'eau. Cette inondation de mon étang et sa mise en contact direct avec la mer modifiera probablement mon biotope et le fragile équilibre de cet écosystème actuel. Alors, celle-là d'éventualité, je ne l'aime pas du tout. Je n'ai pas envie de rester figé comme un cierge en attendant de me faire couper un bras. La dernière solution que je vois est celle d'accompagner l'érosion de la nature en faisant une nouvelle fois ce que l'on peut appeler un recul stratégique. Comme nous l'avons vu précédemment, l'homme a souvent lutté contre la nature en lui opposant des enrochements, des palissades et bien d'autres choses encore pour essayer de me protéger. Il a toujours fini par reculer à l'intérieur de mon salin des pesquiers. Lorsque nous visionnons la photo de 1943, que nous mettons en évidence son canal de ceinture et que nous la comparons à celle de 2020, nous pouvons constater que le recul a été de 35 mètres en 80 ans environ. La comparaison similaire entre les deux traits de côte sur la même période nous indique un recul de 20 mètres environ pour celui-ci.
Tiens, en me promenant sur Internet, j'ai trouvé le dossier de la ville d'Hyères relatif à l'opération Grand Site Presqu'île de Giens et Salins d'Hyères. Dans celui-ci, qui date du 15 septembre 2012, il y a un extrait de plan à la page 72. Nous allons le superposer à Google Earth pour le compléter et un peu mieux comprendre ce qui était envisagé à cette date. Un réaménagement complet au nord du Tombolo était prévu entre les fouilles d'Olbia et le Salin des Pesquiers. Celui-ci prévoyait de déplacer le canal de ceinture et la route de 200 mètres dans les tables salantes. Il était donc déjà envisagé en 2012 par la collectivité de faire un recul stratégique dans Mont-Salin. Dans son rapport à la page 8, la mission du ministère de la Transition écologique semble également aller dans ce sens et suggère, en d'autres termes, ne serait-il pas intéressant d'étudier une solution qui ne cherche pas à s'opposer à la force de la mer, mais à s'adapter au mieux à elle, conformément aux stratégies arrêtées à cet égard au plan national, régional et départemental. L'absence de tout bâtiment, habitation le long du Tombolo ouest permet d'envisager une telle solution. Cela suppose sans doute de renverser l'approche adoptée jusqu'ici et de repenser la nature de l'axe de circulation constitué par la route du sel, sans pour autant le supprimer. Alors, à ce jour, faut-il continuer à vouloir bloquer le trait de côte ou faire un recul stratégique une nouvelle fois vers l'est, en déplaçant le canal de ceinture, les différents réseaux enterrés et la route sur les portions menacées? Cela me donnerait un peu de répit. Et ces fameux 3 trous devant ma brèche nord, ne pourrait-on pas les boucher avec des acropodes de petite taille? Cela pourrait peut-être un peu calmer la houle en cet endroit et servir d'abri à mes amis les poissons. Quelle que soit la solution qui sera envisagée, rappelez-vous que dans la moitié nord de mon Tombolo, il n'y a aucun apport naturel de sable possible en provenance de l'ouest. Il n'y a plus rien pour m'aider à lutter contre mon ennemi, l'érosion. Les volumes considérables de sable qui sont emportés toutes les années par les différents courants marins et le vent ne reviennent jamais. Alors, je me ratatine petit à petit. Heureusement, il y a tous ces nombreux promeneurs qui viennent souvent me rendre visite. En les voyant prendre du plaisir à être en ma compagnie, ça me remonte un peu le moral. Je suis le double Tombolo de Giens et je suis fier de l'être, car je suis très rare. Je suis aussi l'image et la fierté de ma belle ville d'Hyères et de sa région. Alors, je ne veux pas devenir manchot en perdant un de mes bras. Pour l'instant, ils arrivent encore à retenir l'île de Giens pour ne pas qu'elle s'en aille au large. Je suis fatigué de lutter et de voir mes blessures devenir progressivement irréversibles. Alors, laissez-moi encore reculer une fois dans mon salin pour que je retrouve un peu de mes forces avant que la mer ne monte trop haut pour m'engloutir à jamais.